Bonsoir chers téléspectateurs communauté de Faso Green TV et bienvenue dans votre émission au cœur du monde rural. Alors aujourd'hui, il sera question des innovations dans le monde de l'agriculture. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un passionné de la terre, un chercheur en agriculture qui a décidé de mettre son savoir au service de l'environnement et des communautés. Face à la dégradation des sols et la désertification, il a mis au point des techniques novatrices porteuses d'espoir pour l'avenir de l'agriculture au Burkina Faso, que vous aurez bien sûr l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. Mais bien avant, restez avec nous, on revient juste après ce jingle. Chers téléspectateurs amoureux de la nature, nous sommes de retour et je suis accompagnée, comme vous pouvez le constater, par notre invité du jour, Monsieur Abdoul Tanli. Il est un véritable passionné de l'agriculture et n'hésite pas à expérimenter et à partager ses connaissances dans le domaine. Avec lui, nous allons parler d'innovation dans le domaine de l'agriculture, notamment la technique de récupération des terres, ses expériences propres et bien sûr son parcours dans le domaine. Alors, Monsieur Tanli, bonsoir et merci de nous recevoir ici dans ce champ situé dans la commune rurale de Koubri. Bonsoir. Alors, d'ores et déjà, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène dans le domaine de l'agriculture? Comment est née cette passion? En fait, cette passion est née depuis près de 12 ans, où j'ai commencé par la pisciculture d'abord. Et par la suite, j'ai compris qu'on pouvait associer les deux. Alors aujourd'hui, je me suis beaucoup plus intéressé à l'agriculture, mais en complément avec toujours la pisciculture. Je pense que depuis 2013 que j'ai commencé à Bobo, voilà, j'avais un bassin d'1 hectare que je gérais et j'ai compris que c'était difficile uniquement la pisciculture. Donc il fallait associer. Voilà, et aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus dans l'agriculture que la pisciculture. D'accord, on peut aisément comprendre alors que de la pisciculture à l'agriculture, il n'y a qu'un pas. Et on va revenir sur votre parcours précisément dans le domaine de l'agriculture. Jusque-là, quel bilan faites-vous depuis votre début dans ce domaine et à l'heure actuelle? J'avoue que ce n'est pas facile. C'est une passion pour moi, sinon depuis longtemps, j'avais abandonné. Parce que je fais des recherches avec mes propres moyens. Et vous savez, les recherches, il y a plus d'échecs que de victoires. Bon, mais on se dit que c'est dans l'échec qu'on apprend. Donc je suis toujours là-dedans et je me débrouille. J'ai compris que les jeunes fuyaient l'agriculture depuis un certain moment. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Ça demande vraiment beaucoup de moyens. Pour être franc, ça demande beaucoup de moyens. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il faut baisser les bras? Donc je me suis beaucoup intéressé à la recherche pour essayer d'améliorer, de faciliter le travail des jeunes, voilà, dans l'agriculture. C'est ce qui me pousse à faire des recherches aujourd'hui. D'accord. On sait aussi que vous êtes prestataire, c'est-à-dire que vous offrez vos services à toutes ces personnes qui ont besoin de nouvelles expérimentations. Dites-nous en quoi consiste ce travail exactement? Oui, parce que de nos jours, beaucoup de gens ont des fermes et très souvent, ils ne savent pas comment l'exploiter. Alors, moi, je leur fais des propositions. S'ils sont d'accord, bon, je viens, j'installe tout ce qu'ils veulent. Et après prestation, maintenant, bon, je forme quelqu'un qui va continuer la suite. Parce que le problème, ce n'est pas d'implanter, mais c'est le suivi. Le suivi est très important. Quand vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux pour suivre, tout ce que vous avez fait, c'est comme si vous avez jeté l'argent dans l'air. Donc moi, j'installe, je fais l'installation, je forme la personne et puis après, je m'en vais et de temps en temps, je passe voir. Et en faisant ce travail aussi, je profite de faire mes recherches puisque je n'ai toujours pas de ferme personnelle. Donc je profite aussi au niveau de la ferme de cette personne pour faire des recherches. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont donc les différentes expérimentations que vous avez eu à mettre en place? En parlant d'expérimentation, c'est surtout... si on peut dire le cordon à patates. Voilà, ça c'est pour lutter contre la dégradation des terres.
Alors, j'ai compris qu'il fallait trouver une méthode pour remplacer les cordons pierreux. Parce qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, ce sont les cordons pierreux qu'on utilise. Mais par endroits et par moments, c'est cher. Et il y a des villages où on ne trouve même pas les cailloux. Alors que les cordons à patates, c'est des buts qu'on fait. Et donc c'est à la première année, il faut creuser, ça demande vraiment un travail physique. Mais après, ça c'est fini, chaque année vous renouvelez. Et Monsieur Tanli, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon très explicite la technique que vous avez développée récemment? Ça consiste à clôturer, à protéger la surface culturelle dans laquelle on doit faire, par exemple, soit c'est un champ, soit les cultures maraîchères. Alors il faut faire des buts de patates tout le tour. Par exemple, si vous avez 50 mètres carrés, vous clôturez tous les 50 mètres carrés avec des buts de patates et vous faites des trous aux extrémités où les ruissellements d'eau doivent venir se cogner contre les buts de patates et faire le tour. Ça permet au champ culturel d'être protégé contre les ruissellements et ça vous permet aussi, vous profitez aussi de ces buts en plantant de la patate pour ne pas laisser les buts voilà, vides. Alors que les cordons pierreux, vous ne mettez que des pierres qui barrent peut-être à 70% les ruissellements d'eau et vous ne pouvez pas exploiter ces cailloux. Donc la différence est que la première fois où vous installez les buts, ça demande un travail physique. Donc vous allez creuser pour faire les buts. Et chaque année, il suffit de renouveler. Vous reprenez les buts en mettant du fumier et puis vous refaites les buts très facilement. Voilà, ça vous permet d'éviter à dépenser parce que si vous faites les cordons avec les cailloux, vous serez obligé d'acheter des cailloux ou même s'il y en a dans le village, ça ne sera pas facile. Et imaginez quelqu'un qui a 2 hectares pour pouvoir clôturer tout ça avec des cailloux, c'est compliqué. Alors que les buts, c'est un travail physique. Et c'est surtout la première année. C'est ça aussi, c'est ça surtout l'avantage. Et c'est comme j'ai dit, en dehors de la patate que vous allez mettre, vous pouvez mettre du maïs, des aubergines, c'est-à-dire plusieurs légumes, jusqu'à un certain moment. Et c'est uniquement les légumes? Non, vous pouvez mettre, voilà, par exemple, nous, on a mis du maïs, voilà, on a planté du maïs, on a mis des aubergines, on a mis du piment, voilà, vous voyez. Donc, vous pouvez exploiter au maximum. Et même sur les buts, vous pouvez planter un peu de borombourou, keneb et autres là, jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire à 3 mois, vous arrachez complètement. Parce qu'en ce moment, les racines vont concurrencer avec les tubercules. Donc à 3 mois, vous arrachez complètement. Bon, donc pendant un bout de temps, vous avez quand même des feuilles pour consommer. Et c'est ça surtout l'avantage. Alors, quelles sont les dimensions pour creuser ce trou-là, pour cette technique? Bon, généralement, nous faisons pour la butte une largeur de 70 cm. Et maintenant, de part et d'autre des buttes, nous creusons des trous de 30 cm et de profondeur à 40 cm de largeur. Maintenant, si vous avez une superficie, quelle que soit la superficie que vous avez, maintenant ça dépend de vous. Vous pouvez creuser, même si c'est 100 hectares, vous clôturez complètement votre surface culturelle. Mais maintenant, ce que je viens de dire, ça c'est les deux côtés. Pour barrer le ruissellement d'eau et pour que l'eau aussi rentre dans le deuxième trou à partir de votre surface culturelle. Donc ça peut être un champ, ça peut être les cultures maraîchères, ça peut être même le riz. Voilà, donc ça veut dire que ça vous permet en tout cas d'arrêter le ruissellement d'eau et de protéger votre surface culturelle. D'accord. Est-ce à dire qu'on peut le faire sur n'importe quelle superficie où il y a une superficie recommandée? Par exemple, moins de 1 hectare ou même plus? Si, par exemple, ici, nous on a fait sur 50 mètres. Ben, on peut le faire sur 1 hectare. 50 mètres carrés. Voilà, 50 mètres carrés. Voilà, donc vous voyez, on peut le faire sur n'importe quelle dimension. Ça dépend de vos moyens. Il suffit de pouvoir creuser. Creuser et entourer. Voilà, puisqu'il faut faire une butte qui a au moins une hauteur de 60 cm. Voilà, donc si vous arrivez à faire la butte,
là, à l'intérieur de la butte, maintenant que vous plantez de la... Bon, nous avons choisi la patate, sinon on peut également planter du manioc, ou bien surtout des tubercules. Voilà, là c'est plus rentable, puisque la patate a besoin d'être développée dans des buttes. C'est pourquoi nous avons utilisé la patate. Mais bon, le paysan lambda, il peut planter tout ce qu'il veut à l'intérieur. Donc, même si vous avez une rizière, vous pouvez faire la même chose pour clôturer votre rizière et planter également. C'est ça l'avantage. Parce que les cordons pierreux, non seulement c'est lourd, c'est difficile à transporter, et puis ça coûte cher parce que les cailloux actuellement ils sont presque introuvables. Il y a des villages où on ne trouve même pas, il faut aller acheter ailleurs pour venir. Alors qu'ici on n'a pas besoin d'acheter quelque chose. C'est le travail physique qui compte. Et ça, c'est à la première année, à l'installation. Parce que quelques mois après, 4 mois après, vous faites la récolte, vous êtes obligé de casser les buttes, vous faites la récolte de vos tubercules, vous remélangez avec du fumier, et puis vous reprenez vos buttes pour la saison prochaine. On sait aussi que vous avez mis en place une technique d'irrigation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici comment se passe l'irrigation dans ce champ, que ce soit pour les arbres ou même pour les cultures développées? Oui, c'est comme je l'ai dit, le problème ce n'est pas de planter, mais c'est surtout le suivi. Donc il faut trouver des systèmes pour encourager l'employé qui doit s'occuper de l'entretien. Alors on a essayé de trouver des systèmes d'arrosage, non seulement au niveau des buttes de patates, mais aussi au niveau des arbres. Comme vous le voyez aujourd'hui, le Burkina a décidé de planter le maximum d'arbres. Donc il faut trouver aussi des techniques d'arrosage pour l'entretien. Et j'ai mis l'accent sur ce domaine. En quoi est-ce que cela consiste? Ça consiste à faire un arrosage avec des tubes. Et c'est à peu près les mêmes tubes d'arrosage, le goutte à goutte. Mais moi, j'ai choisi des tubes qui sont moins chers, à la portée des paysans lambda. Voilà, donc on fait passer les fils au niveau de chaque arbre et on fait des trous. Et on enterre complètement. Vous ne voyez même pas les tubes. Et vous branchez maintenant un raccord. Et la condition sine qua non, il faut avoir vraiment un forage. Voilà, donc quand vous branchez le raccord du robinet, vous ouvrez, vous êtes servi quelques minutes après. Ok, et vous pensez que ces techniques-là permettent, en plus bien sûr de la technique de cordon à patate dont vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que ces différentes techniques permettent, selon vous, de récupérer les terres? Bien sûr, parce que quand on parle de la dégradation des terres, c'est essentiellement le ruissellement d'eau. Vous voyez la différence avec les pays côtiers, ils ont des forêts. Les feuilles des arbres tombent à même le sol. Ils ont une pluie fine qui provoque la dégradation. Donc, il y a l'humus en bas. Par contre, ici, nous avons des feuilles, mais avant chaque pluie, il y a un grand vent. Et il pleut beaucoup, fort, pour un bout de temps. Alors, le ruissellement est important. Donc, ça emporte tout sur son chemin. Et après, le sol reste libre, sans feuilles, alors qu'il faut l'humus. C'est l'humus qui donne la fertilisation du sol. Donc maintenant, il faut trouver un système pour essayer d'arrêter la perte des feuilles pour qu'il y ait beaucoup d'humus. C'est pourquoi nous avons essayé de mettre l'accent sur une barrière qui va empêcher le ruissellement d'eau. Donc vous voyez, l'intérieur où l'on doit cultiver, c'est beaucoup protégé. Donc ça fait que ça fertilise le sol au fur et à mesure. D'accord. Et justement pour vous, quelle est l'ampleur aujourd'hui de la dégradation des terres? Est-ce que selon vous, les actions sont vraiment en train d'être mises en place pour justement limiter les conséquences de cette dégradation-là? Bien sûr. Bon, l'effort vient de partout. Moi aussi, j'apporte ma contribution. Et je veux dire, on doit vraiment sensibiliser sur l'entretien des sols, parce qu'il faut fertiliser les sols pour pouvoir avoir un bon rendement. Alors si on laisse dégrader les sols, vraiment, c'est pas évident qu'on aura des bons résultats. Et quelles sont les pratiques, par exemple, que les cultivateurs font qui pourraient contribuer à la dégradation des sols? Bon, généralement, les cultivateurs utilisent le cordon pierreux. Voilà, c'est comme j'ai dit, il faut trouver un système pour remplacer les cordons pierreux parce que ça coûte cher
Les cailloux, ça coûte cher. Quand vous allez dire à un paysan lambda de trouver des cailloux pour clôturer au moins 1 à 2 hectares, c'est compliqué. Donc, j'invite les gens à expérimenter ce que je viens de découvrir. Et puis, je me dis, ensemble, on pourra corriger les lacunes. D'accord. Et à votre niveau, hein, on sait qu'il y a des techniques que vous développez, ça et là, en vue de permettre véritablement la récupération des terres au Burkina Faso. Mais la question aussi qui se pose, c'est comment vulgariser cela afin que les cultivateurs, les agriculteurs puissent d'abord prendre connaissance et aussi mettre en pratique. Bon, là, il faut vraiment la collaboration du ministère, lesquels j'ai déjà approché. Ils ont promis de passer visiter. Voilà, bon, depuis là, je n'ai pas encore reçu de visite, mais je pense que je reste optimiste, je me dis qu'ils vont passer. Voilà, c'est de vraiment sensibiliser, essayer de faire des champs-écoles pour pouvoir pour donner des formations aux différents paysans qui vont venir se former dans les champs-écoles pour pouvoir instaurer ça chez eux. Parce que ça, au début, ça demande une force physique, c'est tout. Et la première année, dès que vous arrivez à faire les buts, c'est fini. Chaque année, vous renouvelez, vous rectifiez et puis vous continuez. Mais est-ce que ces différentes techniques sont accessibles à un cultivateur lambda, par exemple, qui veut utiliser cette technique? Est-ce que c'est réellement accessible? Oui, c'est ça surtout l'avantage. Parce que, c'est comme j'ai dit, la première année, ça va demander seulement un travail physique. Donc le paysan lambda, s'il a pu creuser les buts la première année, ben, chaque année, il ne fait que renouveler. Nous avons pensé à ça. C'est pourquoi ça peut remplacer les cordons pierreux parce que là, ça ne demande plus beaucoup de sous. C'est peut-être payer les gens qui vont creuser les trous à la première année et puis c'est fini. D'accord, donc ça nécessite moins de moyens financiers. Oui, ça nécessite parce que, bon, vous savez, il faut faire les recherches en fonction des réalités de notre pays, en fonction des réalités de nos cultivateurs, de nos vaillants cultivateurs. Donc tout ce que vous faites en recherche, vous essayez de laisser à la portée de tout paysan. Et c'est ce que nous faisons justement. Vous voyez, même les tubes qu'on utilise, c'est les tubes orange d'électricité qui coûtent vachement moins cher. Parce que les vrais tubes pour le goutte à goutte, sans vous faire une facture, c'est vraiment salé. D'accord. Et quels sont les résultats que vous avez pu observer sur le terrain grâce à cette technique-là? Est-ce que les productions s'améliorent, la rentabilité est plus au point? Ah, vraiment, aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis présentement sur le terrain que j'ai expérimenté il y a 1 mois de cela. Et je pense que vous-même vous conviendrez qu'avec les résultats qu'on regarde, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc je suis vraiment comblé parce que quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu les résultats. Ah, je me suis dit que ce n'était pas une peine perdue. Et vraiment, j'invite les paysans à emboîter le pas et les chercheurs comme moi à venir voir et puis voilà, ensemble on va corriger. Parce que bon, toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Voilà, il ne faut pas créer victoire, il y a encore beaucoup à faire. Mais franchement, je suis content, très content, parce que ça fait la 5e fois que j'ai expérimenté ça ici. Mais les premières fois, il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup de failles. Mais je me dis que chaque année, chaque fois que je reprends l'expérience, je m'améliore. Voilà, et puis vraiment, je suis très content. Ça. Et ça dit qu'en termes de rendement, il n'y a pas de comparaison possible grâce à ce que vous avez vu en termes de production, grâce à cette technique et pour les années passées? Oui, bien sûr. Chaque année, je progresse. Chaque année, je rectifie ce que j'ai fait. Je passe d'échec en échec, mais je n'appelle pas ça échec parce que pour moi, les échecs, c'est des leçons. Nelson Mandela disait « je ne perds jamais », ou je gagne, ou j'apprends. Donc c'est à travers l'échec que je me suis vraiment perfectionné et je me dis que vraiment j'ai atteint mon objectif. Mais il reste encore beaucoup à faire. Monsieur Tanli, nous savons que vous êtes un chercheur et qui est chercheur rencontre sûrement des difficultés parce qu'il faut à chaque fois tenter le coup, expérimenter, il faut des moyens financiers. À votre niveau, quelles sont les difficultés vraiment majeures que vous rencontrez dans votre travail de recherche? Vous savez, les recherches, ça demande les moyens. Et nous,
on fait des recherches avec nos propres moyens. C'est la volonté, c'est la passion, c'est l'envie d'aider nos paysans qui nous pousse à continuer. Sinon, il y a des moments où on a envie d'arrêter. Mais on se dit que bon, rien n'est facile dans ce monde. Et quand vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce métier. J'avoue que l'agriculture, ce n'est pas facile. Mais bon, je me dis que avec le temps, peut-être un jour viendra où toutes ces lacunes vont finir. Voilà. Donc ça me pousse à continuer, ça me pousse à persévérer. Sinon, je n'ai jamais eu de financement en tant que tel. Mais ça fait 13 ans de cela que je suis dans ce métier et je continue les recherches. Donc, j'avoue que ce n'est pas facile. Je suis certaine que vous avez un message à adresser à l'endroit des autorités, notamment le ministère en charge de l'agriculture. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez leur adresser? Bon, le premier message, c'est d'abord aux paysans, aux jeunes qui rêvent dans l'agriculture. Ils sont les bienvenus, il faut bien, puisque notre président nous a dit on ne doit plus tendre la main pour manger. Alors, donc, il faut se mettre au travail. Si on ne veut plus tendre la main pour manger, ça veut dire que nous devons produire nous-mêmes. Il faut se mettre au travail dès maintenant. Donc, c'est le premier message que j'ai à lancer aux jeunes qui avaient abandonné ou qui rêvent de venir. Ils sont les bienvenus. L'agriculture, comme on le dit, la terre ne ment pas. C'est dur, mais ça donne des bons résultats si on s'y met. Maintenant, quant au ministère, bon, vraiment, pour ne pas mentir, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'accompagnement, voilà, pour continuer mes recherches, pour que le Burkina Faso puisse avoir de bons résultats dans l'agriculture. Mais est-ce que miser dans l'agriculture est un risque? Oui, un grand risque, parce qu'il y a des moments, hein, vous savez, la nature aussi a ses lois. Donc il y a des moments, ça ne vous rate pas. Hein. Mais dites-vous que vous allez apprendre de cela pour pouvoir réussir demain. J'ai vu presque toutes les fermes que j'ai fréquentées, c'était des échecs seulement. Mais la plupart, ils ont tenu, ils ont été courageux, et ils ont repris, ils ont continué, et maintenant ça paye. Nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on nous dise au revoir à nos téléspectateurs? C'est mon grand merci à Faso Green qui depuis des années me soutiennent. Et je les souhaite longue vie. Je souhaite beaucoup de courage à eux parce que grâce à eux, les paysans vont avoir des informations, les paysans vont avoir des connaissances et c'est très important parce que j'ai eu l'occasion de faire des émissions plusieurs fois avec Faso Green et vraiment ça m'a aidé, les gens m'ont appelé par endroit, voilà, par moment, voilà, pour venir produire chez eux et vraiment ça m'a fait plaisir. Donc je ne peux que vous souhaiter bon vent, que Dieu bénisse votre entreprise et que l'agriculture aille de l'avant au Burkina. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission qui portait sur les techniques innovatrices pour une agriculture durable au Burkina Faso. Pour en parler, nous avons eu à nos côtés monsieur Abdoul Tanli, chercheur et véritable passionné en agriculture, comme vous avez pu le constater. L'expérience de notre invité montre que la recherche, quant à elle, est portée par la passion et peut devenir une véritable arme contre la désertification et l'insécurité alimentaire. Citoyens, producteurs et décideurs, si chacun s'y met, ces initiatives locales peuvent avoir un véritable impact national et durable, car préserver nos terres est aussi préserver notre avenir. Au revoir et à bientôt.